Bon, alors c'est un autre sujet, même si effectivement, aux questions, on fait attention à ce que ça ne fait pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup d'oxygène. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, moi, je sais où sont mon extracteur pour pas que les questions explosent. C'est jamais arrivé à vie, heureusement. mais en soi, on m'a demandé, je vous en remercie, de parler des délabrements. J'espère qu'il n'y a pas de problème sensible dans la pièce. Parce que la fin du topo risque d'être un peu délicate. On est à la distance du repas. Alors, déjà, délabrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est net, on voit une photo, évidemment, je sais que c'est un délabrement qui va avoir pris en charge. Les autres, c'est pas toujours, on est un peu tout, vous voyez, à la photo de gauche. La photo de gauche, bon, c'est pas si délabré que ça. Après, on a quand même des beaux traumatismes, divers et variés, et effectivement, des choses catastrophiques. Alors, c'est pas exceptionnel, vous voyez beaucoup d'accidents de la route, donc délabrement, vous risquez d'en voir beaucoup. Ce qu'il va falloir lister, c'est les lésions initiales, que ce soit osseuses, tissus mous, vaisseaux, nerfs. On va beaucoup parler des tissus mous, peau, fascia, muscles. On va rentrer un peu plus loin, et effectivement, il va falloir tout lister. Et vous allez voir que c'est particulièrement difficile d'évaluer, de classer, bien sûr les scores de fracture ouverte, les scores de délabrement, mais finalement personne n'utilise les mêmes. Première chose, c'est, on va parler beaucoup de tissu mou, et du coup la première chose, c'est, la première type de lésion, c'est les lésions traumatiques tangentielles. Vous savez, c'est le gars qui s'est fait traîner par le camion sur la calère. C'est assez affreux, ça donne des très grandes décollements subcutanées. Le gros problème de ces décollements, c'est qu'en fait, la peau est plus du tout vascularisée parce que les petites artères perforantes, c'est ça qui alimente la peau. Et donc, on va avoir, a priori, quasiment de manière certaine, une nécrose de la peau, mais elle va pouvoir servir, on va en reparler, finalement, de pansement pour tout ce qui est en dessous, parce que jusqu'à ce point, vous le savez, le macadam, c'est pas stérile. Et donc, quand on traîne un malade sur le macadam, et qu'on a des grosses cellules comme ça va s'infecter, ça c'est sûr. Et donc, des fois, on va utiliser cette peau, on va la remettre en place, enfin, vraiment un charbonneur, pour le coup, il faut savoir travailler avec eux. Il y en a deux, ils n'auront pas besoin de travailler avec eux. Mais en soi, c'est intéressant plutôt que de la couper tout de suite, même si elle va mourir après, de créer une sorte de pansement spontané. Après, on peut avoir des adhésions musculaires. Alors, les muscles, en fait, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important parce que ça, on sait pas construire les muscles. Et puis on peut avoir plein d'hématomes avec de l'œdème, très clairement, tout ça, c'est un facteur d'ischémie. On va beaucoup parler d'ischémie à partir de maintenant, parce que c'est ça qui fait, on va dire, la survie d'un membre, la survie d'une fonction d'un patient, du côté fonctionnel. Donc vous voyez là par exemple, c'est un énorme hématome, pour le coup on a l'impression, oui, la peau elle est un peu morte, mais il y a un énorme œdème du muscle sous-jacent, hématome du muscle sous-jacent, et en fait tout va nécroser. Quand on est là, au niveau d'un moignon déjà très haut, c'est un malade qui va estimer son périnée, il va mourir. Après, on va forcément aller regarder les lésions artérielles, parce qu'on va avoir des ischémies du membre, avec des post-vascularisation, des syndromes du compartiment, donc on va en parler encore, ça c'est évidemment des choses à prendre en charge en extrême urgence, et puis toutes les fractures possibles et imaginables lorsqu'il y a un délabrement, écrasement, etc. Donc les différents risques, vous allez avoir les risques vitaux, immédiat, hémorragique, évidemment, au tout départ, quand vous voyez ce genre de situation, et vous savez que ça risque de saigner de manière abondante, mais il y a aussi un risque infectieux très rapide, lié en fait tout simplement à la contamination bactérienne dans laquelle vous vous trouvez. Alors, évidemment, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'accidents morts, moi j'avais fait des accidents de patates. C'est des accidents au milieu agricole, dans les monoculteurs, dans les accidents dans les engins pour ramasser les pommes de terre. Ça, il y a une petite période de l'année un peu faste, ouais, c'est ça, début septembre, on a le service qui est à moitié rempli par ces patients-là. Et donc, effectivement, il y a des gros risques infectieux à ce moment-là et de manière très précoce. Le risque, il va être fonctionnel et c'est sur ça qu'on va se battre. Parce que finalement, le risque vital, vous savez le gérer, il n'y a pas de souci, en urgence extrême. Mais finalement, ce qu'on va essayer de faire mieux, maintenant, c'est de faire survivre une fonction de membre. Et ça, il va falloir lutter contre l'ischémie et la nécrose. Et puis évidemment aussi sur l'infection à distance.
Après, il peut y avoir des risques esthétiques, bon, qui sont moins importants là-dessus, mais ils ne sont pas négligés. Et puis le côté psychologique pour lequel c'est pas évident d'évaluer au tout départ, mais il va falloir un petit peu le prendre en charge pour la suite. Alors on va parler d'ischémie. On va parler d'ischémie parce que s'il y a ischémie, il y a perte de fonction. Ce qu'on va essayer, c'est de se battre pour pas qu'il y ait une mort, on va dire, de certains tissus mous. La peau à l'arrière, c'est pas trop grave, mais encore une fois, les muscles et tout le reste, ça c'est grave parce que ça, on ne sait pas vraiment. Donc l'ischémie du tissu mou, elle est liée aux lésions artérielles directes, hein, comme je vous l'ai déjà dit, une thrombose ou une rupture d'artère. L'intervention chirurgicale, on va entraîner l'ischémie après, hein, parce qu'il y aura vraiment plus de l'œdème. La dévascularisation, notamment liée par exemple aux ruptures des artères perforantes, que je vous ai montré tout à l'heure sur la photo. Puis il peut y avoir de la perte de substance cutanée, donc du coup l'ischémie aussi. Il y aura aussi une perturbation de la microcirculation avec un œdème post-ischémique qui va aggraver l'ischémie du tissu mou, et quand il y a ischémie, et là, on ne sait pas exactement une infection, et là il y aura encore un risque plus important d'infection et donc de limitation de la cicatrisation. L'autre chose, c'est ce fameux syndrome d'Éole, qui peut être soit par traumatisme direct, soit par œdème post-ischémique, hein, parce qu'il y a revascularisation, vous savez que ça gonfle. Et puis donc du coup, vous allez avoir une pression interstitielle qui va être supérieure à la pression perfusion capillaire, une interruption du flux microcirculatoire, une ischémie, un œdème sévère, et c'est reparti. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave et c'est une évolutivité des lésions qui est non négligeable et qui va durer plusieurs jours. Donc il va falloir bien regarder cette augmentation d'œdème liée à la contusion extensive ou le collapsus microcirculatoire. Dans les deux cas, vous allez avoir une diminution de l'oxygénation des tissus, soit parce qu'il y a moins de dépenses en oxygène, soit parce que la pression tissulaire en oxygène est moins importante, mais aussi d'un autre côté parce que, encore une fois, l'oxygène diffuse moins bien dans l'œdème. Hein, le but, encore une fois, de l'oxygène, c'est pas rester dans les vaisseaux. Ça sert à rien, c'est dans les vaisseaux. Le but, c'est que ça aille dans les cellules, que ça aille diffuser dans les tissus pour survivre. Et donc, ça va augmenter aussi les pressions interstitielles, les pressions musculaires, le syndrome compartimental, et tout ça, ça va entraîner une mort tissulaire. Alors que finalement, c'est un moment donné où ces tissus ont besoin de plus d'oxygène. Du coup, on va avoir des déficits fonctionnels qui vont augmenter et un risque d'amputation qui est non négligeable, et c'est sur ça qu'on va essayer de se battre. La deuxième grande partie, en dehors de l'ischémie, ça va être l'infection. Tu la reconnais là, bon, bah, là, vous voyez pas encore gros délabrement, mais c'est un excellent patate, hein, vous voyez le truc là qui est ramassé comme de terre, et puis bah, l'hélice là, qui permet de ramasser, elle sort ici. Elle traverse la jambe. Ça, c'est des photos que j'ai reçues sur mon WhatsApp avant même mon coup de téléphone sur le TSI. Évidemment, le patient l'a pris très vite. Encore une fois, pour vous dire que ça, c'est forcément pas stérile. Hein, et donc, du coup, milieu agricole, voie publique, patient en état de choc, une ischémie locale en plus, vous êtes sûr que ça va s'imposer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Je vais expliquer un peu qu'il ne fallait pas de ischémie, il fallait de l'infection. Première chose, c'est qu'il va falloir évaluer le traumatisme. Déjà, est-ce qu'on peut garder le membre? Parce qu'à un moment, ok, le malade est dans le choc hémorragique, la seule solution c'est de l'amputer, il faut la chercher. Nous, également, voilà. On ne va pas se battre pour un membre qui soit en hémorragie ou en infection si ça fait mourir le malade. Ça, on est bien fait ça. Puis à un moment donné, il faut être très malade. Donc on voit ça, là, la peau d'un côté, le pied de l'autre. On y arrive encore plus, il a 70 ans, c'est tout. Il faut savoir ne pas se battre ou dire au chirurgien, là tu déconnes. La deuxième étape, c'est quoi aller au bloc. Pour aller au bloc, il faut antibioser. Donc, on va d'abord antibioser, et donc là j'ai décherché un peu les recos dans différentes sociétés. Je vous ai mis évidemment celle de la SPAR et celle de la SFMI, mais en soi il y a aussi des recommandations des infectiologues qui ne sont pas forcément tout à fait en accord. Peu importe. Moi j'ai mis celle qui nous intéresse, qui préconise de mettre plutôt de l'augmentin en première intention et pendant 2 à 3 jours. Mais, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut réévaluer très vite. Parce que ces malades-là, ils vont s'infecter. Et 2 à 3 jours d'antibiotiques, c'est bien au tout départ. Il va falloir surveiller près. Il va falloir dégainer à la moindre occasion dans les jours qui suivent. Et puis, il faut que le chirurgien le opère. Et ce qui est bien, c'est que c'est là que c'est intéressant en termes de classification. Quand le chirurgien est opéré, c'est là que vous allez lui dire dans quel stade on est. Et là, ça peut changer les choses. La première, le stade qui vont nous intéresser, c'est le stylo. Donc ça, c'est la classification du
solutions, c'est les stades 3B et 3C. 3B, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne voit pas plus. On a essayé de recoller les morceaux comme on pouvait, on a essayé de retirer un peu sur la peau, là, et la suture, elle tient pas, il y a deux secondes. 3B. Lésions artérielles, quelle qu'il soit, geste sur une artère, quel que soit le geste, 3C. C'est ces deux-là qui vont nous intéresser parce que c'est ceux-là qui ont le plus de risques d'être amputés à distance ou de s'infecter de manière très sévère. Alors, est-ce qu'on fait des prélèvements sur le premier bloc? Votre avis? Ça sert à rien, on est d'accord. Il y a encore de la terre sur le balai, quoi. Non, donc ça sert à rien. Par contre, il faut faire attention, c'est qu'on va vite, encore une fois, avoir des infections secondaires. Vous voyez, c'est 6 à 44% selon les études. Je peux vous assurer que tous ceux que j'ai vus avec des accidents de patate sont tous infectés dans un bon temps. Le truc, ça va être de prévenir cet enfant, de dégainer au bon moment. Et donc, il va falloir, si on peut, retourner le plus vite possible au bloc opératoire, parce que des barrages, on en fait forcément plusieurs dans ces situations-là. Et à chaque barrage, il faut demander au chirurgien de reprélever. Reprélever en bactériaux, mais prélever en myco. Parce qu'on a régulièrement du myco-en-myco. Et là, pour le coup, il faut le faire à chaque fois qu'on retourne au bloc opératoire, une biopsie locale. Et nous, on fait de toute façon en association des PCR sanguines, mucorales, pour surveiller s'il n'y a pas une infection qui survient. Au moindre doute, ou dans un contexte très particulier tellurique, on est des fois amené à mettre d'ailleurs de l'ambisome en avance, entre guillemets. C'est tellement grave, et toutes les fois où on a des mucores, des infections par mucor, les malades ont fini amputés. Donc il faut être très très rapide sur la chose et probablement anticiper plus que ce qu'on fait régulièrement. Et les aponeurotomies des charges, lors du premier bloc. Je vous parle de cette histoire parce qu'elle m'a vraiment frappée et elle m'a déçue énormément. C'est toujours des conditions particulières, des gens incroyables. Là, c'était une dame pompier qui était en train d'élaguer un arbre. La grosse branche lui est tombée direct sur le bras, pouf, le bras par terre. Elle l'a pris, elle est rentrée chez elle. Elle résiste. Elle évidemment été prise en charge par ses copains pompiers qui l'ont amené, réimplantation de membre qui a duré toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai un coup de fil, vendredi matin, ça fait 2 ou 3 heures que le membre était réimplanté. Et là, on m'appelle, vous allez voir pourquoi, pour faire des questions qui est possible. Donc on lui fait sa première séance, un tube ventilé très vite, en sortie de bloc. On l'exclut derrière, tout va bien, c'est le week-end, j'étais pas de garde, j'ai pas vu de pansement, j'ai pas fait d'évaluation vendredi parce qu'elle sortait du bloc. La dame, le vendredi après-midi, alors qu'elle était extubée, elle bouge les doigts, elle a les doigts chauds. On est fiers, hein. On se dit putain, waouh, bravo, quel boulot. Lundi matin, plus rien, ça sent mauvais dans sa chambre. Et alors elle est en traumato, donc des allers-retours avec des soins, elle a fait des soins tout le week-end. Le lundi matin, elle arrive, ça sent mauvais dans sa chambre de du jour. Je fais des balais de pansement, et là, il n'y a plus de muscles. Donc là, c'est après le deuxième chirurgie, il n'y a plus de muscles. En fait, elle a fait un syndrome des loges parce qu'il n'y avait pas eu d'aponeurotomie des charges. Alors là, il y avait forcément une ischémie perfusion liée à la réimplantation de l'artère. Et moi, je n'ai pas pensé à demander au chirurgien s'il avait fait des aponeurotomies des charges. Ça me paraissait tellement évident qu'il fallait en faire que je n'y ai pas pensé. Et c'est dommage parce que pour le coup, ils ont passé 6 ou 8 heures sur ce bloc. Pour les autonomies des charges, c'est pas ça qui aurait pris beaucoup de temps, je pense, mais ça aurait probablement sauvé le monde de cette année. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est qu'elle était gauchère. Alors, il y a un risque infectieux initial. Vous voyez, hein, la gauche, ça n'arrive pas génial en fait. C'est encore plus ça sur le. Et il peut y avoir des risques secondaires. C'est aussi sur cela qu'on va se battre, parce que ça, c'est pas un mystère en fait. Hein. Ça, c'est une ostéite qui coule. Vous voyez, là. Et c'est les ostéites post-traumatiques, il y en a plein, et malheureusement, il y en a plein dans ces cas de figure-là, et c'est sur ça qu'on va éventuellement jouer aussi pour les éviter. On les évite éventuellement avec de l'oxygénothérapie hyperbare. Alors, c'est quoi l'oxygénothérapie hyperbare? C'est une méthode d'administration par voie respiratoire de l'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique. En gros, ces malades-là, on les met dans une grande chambre hyperbare, où on met de la pression et on les fait respirer par un masque ou par son intubation de l'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène dans la pièce, il n'y a que de l'air complet. Par contre, eux, ils respirent de l'oxygène. Alors,
On va revoir un hyperbarie, ça sert à plein de choses. L'OHB, oxygénothérapie hyperbare, ça sert à lever l'ischémie locale, ça augmente la pression tissulaire en oxygène, tissulaire, pas que artérielle. Ça augmente le rayon de diffusion de l'oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène va plus loin dans les tissus même quand il y a de l'œdème. Ça permet un retour au métabolisme local à la voie aérobie, du métabolisme local à la voie aérobie, pardon. C'est un effet anti-enzymatique qui est très prouvé, particulièrement bien prouvé dans le post-traumatique. Ça donne un effet anti-infectieux, contre déjà un aérobie, mais ça aide aussi le moléculaire à mieux phagocyter. Ça améliore la microcirculation, ça lutte contre l'ischémie de perfusion et ça a une action pro-cicatrisante à distance par les morphogénèses. Donc ça, je vous dis des choses très rapidement. Il y a un peu de littérature quand même. Alors ça, c'est la littérature la plus ancienne, qui sont pas mal de séries K. Évidemment, les séries K sont utilisées, c'est positif, mais on n'en entend pas. Il y a quand même une vieille étude randomisée et prospective sur 36 syndromes d'écrasement, 18 qui ont une hyperbarie, 18 qui étaient dans le groupe placebo. Et finalement, on voit que quand les patients ont une hyperbarie, 17 sur 18 cicatrisent complètement, 10 sur 18 quand il n'y a pas de placebo. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est sur les Bustilo 3, stade 3, de plus de 40 ans, où là, vous voyez, il y a 7 sur 8 qui vont cicatriser complètement, donc 3 sur 10. Donc ceux qui ont des facteurs de risque, une mauvaise cicatrisation, des facteurs de risque infectieux très importants, comme par exemple l'accident de patate ou l'accident de la voie publique sur le métalème, ça, on sait que c'est particulièrement efficace. Et alors, il y avait déjà eu des conférences de consensus, on en parlera après, d'hyperbarie là-dessus, mais en 2022 est sortie cette étude, l'étude Holt, qui est une étude ouverte, parce que c'est particulièrement difficile de faire, bref, l'aveugle est très très difficile en hyperbarie. Par contre, là, ça a été évalué en aveugle. C'est une étude ouverte de traumatisme randomisée multicentrique. Il y avait une quinzaine de centres, si je ne dis pas de bêtises, dans tout le monde, qui regardaient les fractures ouvertes tibiales qui étaient à risque de complications. Typiquement, celles dont on parle depuis le début, qui sont évaluées par un chirurgien. Et c'est inclus dans les 48 heures, soit par traumato standard, soit traumato plus toute session d'oxygène. Et là, le but du jeu, c'était de voir s'il y avait nécrose ou infection dans les 14 jours. Donc il y avait beaucoup de BCO3A, 3D surtout. Ces patients-là, cette étude-là, malheureusement, elle a été arrêtée parce que les infusions ont été difficiles à faire sur une dizaine d'années quasiment, ils ne sont pas arrivés à inclure les 250 malades qu'ils voulaient, donc ça a été arrêté précocement. C'est limite de la significativité sur le critère du nom principal. Par contre, c'est très significatif sur les autres critères, sont la nécrose ou l'infection et nécrose à 14 jours et aussi à 6 mois. Il y a aussi moins d'amputations dans le groupe hyperbarie que pas d'hyperbarie. Et ça, il y a d'autres études encore qui le montrent. Donc en fait, c'est une recommandation type 1 dans la conférence de consensus hyperbare qui a eu en 2016 à Lille. Cette conférence européenne montre qu'il faut vraiment proposer, si on peut, les fractures ouvertes avec délabrement à faire des séances d'oxygénothérapie hyperbare, mais aussi les délabrements sans fracture. Enfin, les syndromes d'écrasement sans fracture. Alors, la plupart d'entre vous ne savent pas où ils sont hyperbare. Voilà, on a un très gros as à l'envo, juste au-dessus des volets. Comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup en France. On a eu la chance d'en avoir un qui nous permet de faire de la réanimation en question, ce qui est assez rare. Et c'est pour ça qu'on peut proposer à ces patients-là de faire de l'oxygénothérapie hyperbare très vite, après chirurgie, dès qu'ils sont stables, dans les 6 heures, c'est l'idéal, sinon dans les 24 heures, de la prise en charge des patients du CO3B et 3C, ou dès que l'évolution est incertaine pour le moment. C'est un traitement adjuvant. En aucun cas, ça ne remplace les autres traitements. Ça n'empêchera pas d'aller à la chirurgie, ça n'empêchera pas évidemment d'aller à l'antibiothérapie, etc. Les abonnés autonomes des charges, sont pas faites, on perd le temps. Mais l'intérêt, effectivement, c'est de gagner en fonctionnel, de gagner à éviter d'empiler les gens, d'éviter, on va dire, de perdre encore une fois les muscles. Donc c'est des séances de 2 heures, 15 minutes de compression, 90 minutes de palais, 15 minutes de décompression. Si vous voulez que je vous en parle plus après, je vous en parlerai si vous voulez, si on a le temps. Mais je vais vous montrer maintenant les petits exemples qu'on a eu récemment par parfaite collaboration médico-chirurgicale avec l'ensemble des intervenants de Cerveau, notamment l'équipe du déchaussure. Je vous remercie encore on va dire, de nous faire confiance et de faire ça conjointement. Donc ça, accident de patate.
25 ans, qui est arrivé en choc hémorragique extrême avec... là, on avait déjà réaxé le féminin. Voilà, je n'ai pas la photo toute initiale. Ce malade, quand il est arrivé, il avait désarticulé. Et voilà, 25 ans désarticulé. Des articulations, ça veut dire qu'on ne peut plus s'asseoir. On n'a plus de fesses, on ne peut plus s'asseoir. Donc c'est pas rien. Donc ne serait-ce que lui gagner même un moignon avec un transfémoral ou une transtibiale, c'est déjà beaucoup. Et c'est à ça aussi qu'il faut penser, c'est que des fois on est obligé d'amputer les gens, et on le fait en bonne connaissance de cause, et peut-être qu'on limite le niveau d'amputation. Ça c'est vachement important aussi parce que c'est jamais pareil. Donc ce jeune homme, bah oui, quand il est arrivé, comme prévu, il a infecté toutes ses loges musculaires, il a été topologue plusieurs fois. Et puis finalement, les choses évoluent progressivement pour devenir quelque chose qui ressemble à un membre qui va cicatriser. Il est presque prêt pour la greffe de peau et qui finit donc même pas 2 mois après avec greffé avec une fonction normale. Désolée, je n'ai pas la vidéo parce qu'on m'a volé mon téléphone avec la vidéo de ce patient-là qui marchait dans le service pour venir me dire bonjour. Il y a quelques années, autant vous dire que celui qui m'a volé mon téléphone, je n'ai pas dû être déçu. Ça, c'est un petit 2017, que vous avez mis au départ. C'est des. Vous voyez qu'on arrive quand même à permettre d'avoir un terrain vachement joli pour pouvoir après faire des reconstructions qui sont finalement à minima par rapport à ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait se passer. Ça, c'est une histoire beaucoup plus récente, de septembre dernier. Lui aussi, c'était un accident de machine agricole. Lui aussi, il a poussé une patate avec son pied en disant celle-là, il faut qu'elle passe, et puis c'est lui qui est parti dans la machine. Donc, il était en ischémie, et vous voyez, encore une fois, l'ischémie hypo, bah oui, on sait qu'elle va arriver, mais elle a protégé suffisamment les muscles pour que ces muscles-là ne meurent pas, juste après. Et bien sûr, il s'est infecté. Alors, c'est le monsieur qui on a des photos du champignon là, directement sur la vue, j'ai oublié de vous en parler quand on a vu la photo sur le cornico, je vous ai parlé avant, donc des trucs assez fous. On a dit que c'était de la startup. Mais en soi, donc, il faut surveiller près toutes ces infections, et puis finalement, les choses vont progresser. Alors, la première greffe de cou n'a pas extrêmement bien pris, mais là, il est complètement cicatrisé 2 mois après la dernière photo du 1er janvier. Et il marche. Malgré, il n'arrive pas évidemment une fonction complète, malgré l'infection des muscles, mais aussi malgré une ostéoarthrite de genou. Celui-là qui nous a impressionné au départ, lui aussi, ouais, assez incroyable. Je ne vais pas donner son prénom, vous allez le reconnaître, mais surtout pour les derniers 20 ans qui sont passés dans le pôle. Lui, il avait quand même eu un délabrement. Oui, je sais pas, vous avez compris ou pas? Ça c'était le genou, ça c'était la fesse. Alors, ça c'est la jambe, ça c'est le genou, machin, donc c'est comme un petit livre là. Hop là, on referme. Donc là, on a refermé. La chance qu'il a eu, c'est que finalement, il avait une lésion du vaste externe, il avait un peu de muscle vaste externe qui était moche, mais le chirurgien s'est senti jongler, faire un petit lambeau musculaire initial tout de suite, qui a bien pris. Voyons, on a laissé, on va dire, les choses noircir progressivement pour pouvoir aller jusqu'à la première nécrosectomie. Première nécrosectomie, ils avaient laissé finalement un bout de muscle grand fessier pas très beau, bon, on s'en est occupé en chambre. Et après, du coup, finalement, ça s'est bien amélioré, vous voyez que c'était complètement rouge. Et à ce stade-là, alors que vous voyez, on est 1 mois après l'accident. Je l'ai la vidéo cette fois-ci, mais je n'ai pas pu vous la montrer, mais il marchait dans le couloir avec son déambulateur en l'air. Quand vous voyez ça au départ, vous n'êtes pas persuadé que ça sera possible. Bon. Tout n'est pas fini pour lui, parce qu'il a encore sa poche et que c'est une myostomie d'anglais effectivement aussi, parce que vous voyez, avec la reconstruction là, lorsqu'ils ont positionné la peau, c'était trop près de la nuque pour pouvoir espérer avoir quelque chose. Mais on est quand même devant un résultat chez un monsieur de même pas 40 ans qui est, je pense, assez bon. Donc pour conclure, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire, pour laquelle c'est vraiment intéressant d'être un centre expert et de gérer ces patients-là. Je suis venue pour vous parler d'hyperbare forcément parce que c'est comme ça qu'on peut vous y penser et éventuellement qu'on peut nous envoyer malade pour essayer de leur garder les fonctions, surtout quand ils sont jeunes.
C'est une indication donc reconnue. Et dès qu'il y a un risque de complication sur un amendement des fractures ouvertes, il faut éviter à étendre. Je vous remercie de votre attention. En fait, c'est quasiment toujours positif le premier jour. Et alors que toutes les cernes chorales qui ont fait le champ initial, elles sont négatives. Donc en fait, on a traité quasiment par excès beaucoup de patients. Maintenant, c'est difficile. Donc, nous, on pense qu'il ne faut pas les faire, mais qu'il faut le refaire à. Souvent, tu sais, il y a des dizaines de fois la J2, etc. Et là, par le coup, c'est vachement plus intéressant. Non, voilà, parce qu'en fait, là, c'est pas qu'on s'en fout, mais en fait, on ne traite pas dans un bon sens. On essaye de sauver au maximum sur les premières semaines,